Ici Pierre Verville, animateur de la toute nouvelle émission Jazz à vue. Vous serez agréablement surpris de découvrir toute la vitalité du jazz de chez nous. Pour cet épisode de Jazz à vue, Gentiane Michaud-Gagnon, pianiste et compositrice, avec qui nous discuterons d'improvisation et de l'art du trio en jazz. On entend ce qu'on entend. Ouais. Fait que ça devient presque un genre de quête, même d'assumer ce qu'on entend, peu importe c'est quoi, puis ensuite d'apprendre, puis d'aller chercher un peu partout des éléments qu'on aime pour les intégrer là-dedans. Gentiane Michaud-Gagnon est une pianiste et compositrice qui s'est établie dans le jazz canadien grâce à ses albums en trio. Elle a reçu plusieurs éloges, dont le prix Opus Découverte de l'année, le prix Révélation Radio-Canada et le prix François Marc-Aurèle de la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec. Après des études au conservatoire, elle développe un goût marqué pour la composition et l'improvisation. Suivra donc des études supérieures en jazz à l'Université McGill. On retrouve dans sa musique l'esthétique impressionniste à l'approche improvisée, combinée à la sensibilité rythmique du jazz contemporain. Partageant son temps entre pédagogie et performance, Gentiane s'est produite au Canada, au Mexique et en Chine et s'est illustrée auprès de nombreux musiciens internationaux. Bienvenue à Jazz à vue. Gentiane, merci d'être ici, d'avoir accepté notre invitation. Je suis content. Merci à vous. Là, tu as étudié au conservatoire en musique classique de 2005 à 2008. Puis après ça, tu t'es orienté vers peut-être la création, plus en improvisation aussi. Hein? Tu as un fort intérêt pour l'improvisation. Oui, j'ai étudié dans ma jeunesse. J'ai étudié au conservatoire de musique de Chicoutimi justement en classique. À ce moment-là, c'était un intérêt pour généralement l'improvisation, la composition. J'avais envie de pouvoir créer de la musique par moi-même. Puis là, c'est ça qui... Ensuite, je me suis orientée plus vers le jazz, que j'ai étudié aussi pendant 10 ans. C'est le jazz qui t'a amené à Montréal, dans le fond. Exactement. Bon. Ouais, puis je pense que j'avais envie
découvrir d'autres choses Bah peut-être oui, aussi. j'imagine. La ville, mais oui, là, effectivement, le jazz était une bonne raison pour déménager. Pour déménager. Puis comment tu définirais ton évolution musicale depuis ton arrivée? Quand j'ai commencé le jazz, en fait, j'ai plongé dans un monde complètement différent. Parce que c'est un langage qui est différent complètement de jouer du classique, là. Fait que c'était un peu comme si je recommençais à zéro, même si j'étais capable de jouer de mon instrument. Fait que c'était un peu une découverte totale d'un autre monde. Puis à travers ça, pendant plusieurs années, on dirait que je voulais vraiment tasser tout mon bagage de côté. Parce que moi, je voulais jouer du jazz, tu sais. Ouais. Fait que j'ai comme complètement plongé là-dedans. Puis j'ai essayé de tasser mon bagage de côté complètement. Puis plus tard, après plusieurs années de juste être non, je suis pianiste jazz, je ne fais pas de classique. Ah oui. Tu t'assumais autrement dit. Ouais, c'est ça, on dirait que pas que je l'assumais. Moi, c'est comme si je comprenais pas comment les deux mondes pouvaient vraiment comme. Finalement, c'est toute la même affaire, c'est de la musique, là. Ben oui. Ça fait qu'éventuellement, ben, j'ai comme recommencé à aussi jouer du classique, puis à un peu, au lieu de tasser ce pan-là de mon existence musicale, de juste L'intégrer? l'intégrer exactement.
le piano, c'est vraiment au centre de tes compositions. Est-ce que quand tu joues du piano, tu penses piano ou tu t'entends déjà d'autres instruments quand tu composes? Quand je compose, j'entends vraiment la formation pour laquelle, je compose. Là, c'est sûr que je compose beaucoup pour mon trio, donc c'est sûr que le piano est au Oui. centre, sauf que j'entends vraiment la batterie et la contrebasse, puis même spécifiquement Louis Vincent et Lee Vibe. À force de jouer avec eux au fil des ans, j'entends leur son, tu sais, ils ont un son à eux. Qui te complète bien. Oui. C'est un Mhm. amalgame vraiment, là. Tout à fait. Puis c'est ça. Puis les compositions sont vraiment aussi faites en fonction de ce son-là du trio. Tu sais. Qu'est-ce qui va faire ressortir la voix de chacun. Fait que c'est ça. Il faut vraiment imaginer le son du groupe, là, finalement, pour. Mais combien de temps tu es avec ce groupe-là, que tu as formé ce groupe-là comme tel? Là, on est en 2014. Fait que ça Eh, fait mon Dieu. 8 ans. Ouais, 8 ans, là, quand même. Ça, Le temps passe. oui, mais c'est de jouer avec ces mêmes partenaires-là. Tu bâtis vraiment quelque chose. Tu construis quelque chose. Ouais. Ouais, je dirais, ça devient presque un lien de confiance. Puis je le vois que plus ça va, plus on, plus on peut prendre des risques parce qu'on sait tu sais, s'il y en a un qui s'en va trop loin, ben il s'en ira jamais trop loin parce on va Il se y a des ramener. balises. Puis c'est ça, comme un genre de balance qui se crée. Puis ouais, c'est intéressant. Donc, les musiciens ils ont une influence sur toi aussi quand ils jouent. C'est Définitivement. un mariage à trois, là, tu sais. Hein? T'es obligé de... Puis plus c'est ça, puis aussi plus ça va, c'est ça que je trouve intéressant du format trio, c'est qu'on entend vraiment la voix de chacun. Fait que c'est sûr, en tant que band leader, puis c'est mes compositions, fait que j'ai quand même un rôle à jouer de leader, mais je trouve que la musique est plus intéressante quand on trouve la balance, puis on laisse aussi aller les autres à qu'est-ce qu'eux, ils veulent faire. Là, tu es rendu à ton 4e album. Oui. Comment ça s'est déroulé, l'enregistrement? Ce que je dirais qui a été unique à cet album-là, c'est le temps. Parce que je pense, mais dans les compositions, je pense que ma perception du temps a comme un peu changé. J'avais envie de prendre mon temps plus à toutes les étapes. Puis c'est ça, je pense, qui a été le plus l'expérience de studio. On a pris 4 jours. J'avais envie vraiment d'avoir... On avait trop de temps. Tu sais, 4 jours, c'est trop de temps pour enregistrer ce genre de musique-là. Malgré que la moitié de l'album, c'est des premières takes, des deuxièmes takes, il n'y a pas grand-chose qu'on a gardé des dernières journées. Mais juste de savoir qu'on Que tu avais avait tout ce temps-là. tout ce temps-là, ça a changé l'esprit. Parce que, justement, on était plus capable d'être un peu dans la prise de risque, puis l'ouverture, puis un peu vraiment dans le moment présent parce qu'il n'y avait aucune pression d'avoir la bonne take, tu sais. Est-ce que c'est ça qu'on va retrouver? Parce que là, je pense que tu travailles sur un roman graphique qui accompagne le disque. Oui. Oui, ben dans le fond, le concept du livre, c'est vraiment... Je voulais montrer ce qui est venu avant la musique. Fait que c'est un OK. peu comme... Ton processus de création, autrement dit. Exactement. J'avais envie d'immortaliser à travers la musique des moments, puis j'avais envie de les exprimer d'une autre manière aussi. Donc, je travaille sur un livre où est-ce qu'il y aura les partitions, mais le concept du livre, c'est vraiment de cette étincelle-là d'inspiration jusqu'à la musique, finalement. Donc, il y a des images, des textes, des croquis, toutes sortes d'affaires que... Fait qu'on va savoir, dans le fond, comment chaque pièce est née, c'est ça? Exactement. Ah! C'est comme de la conception genre intérieure jusqu'à la musique.
En tant qu'artiste indépendante, comment tu organises tes projets? Ben, le plus grand défi, c'est la gestion du temps, je dirais, en premier. Puis ensuite, la gestion de l'état d'esprit. Parce que, tu sais, organiser des choses, puis, tu sais, faire, whatever, de la comptabilité, des emails, tout ce qui vient avec être travailleur autonome, c'est vraiment pas le même état d'esprit que créer. Non. Puis, pour moi, ma clé, c'est d'avoir une switch que tout ça n'existe pas quand je joue de la musique. Oui. Puis quand je fais tout le reste, ben, la switch de musique, elle reste là, en quelque part. Oui, c'est ça. Tu détaches ça. Tu dis, OK, c'est correct. C'est ça. Ben, écoute, en terminant, c'est ton passe-temps? As-tu un passe-temps en dehors de la musique, si tu as le temps, bien sûr, là? Oui, ben, j'ai comme 3 passe-temps principaux que je fais presque à tous les jours. OK. C'est boire du thé, OK. m'entraîner. J'ai pas l'air de ça, mais je fais des cours d'haltérophilie. J'adore ça. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Il y a quelque chose qui me rappelle drôlement pratiquer. En fait, j'ai beaucoup pratiqué dans ma vie. Presque trop, là, par moment. Fait que ça l'a comme remplacé ça. Fait que la genre d'obsession pour Oui, je comprends. tu sais, apprendre... Là, je le trouve à travers ça. Il n'y a pas l'élément créatif, là, mais tout ce qui est plus physique, puis d'être dans le moment présent, disons, puis d'être très concentré. Ça, je retrouve vraiment ces éléments-là. Puis ensuite, je prends des marches avec mon chat. Ah oui. Ben, merci, Gentiane, d'être venue nous voir à l'émission. Franchement, Un grand merci à toi. Bonne chance pour la suite. Oui, merci. Salut, Claude. Salut Pierre! Merci d'avoir accepté notre invitation, vraiment. Ben, merci de l'invitation. Parle-nous donc de Sortie Jazz Night. Donc, Sortie Jazz Night, c'est un magazine que j'ai créé en 2003. Parce qu'après une édition du Festival international de jazz 2002, allumé et tout à fait extraordinaire, je me suis retrouvé dans un espèce de down post-festival, un blues, on pourrait dire, Oui. pour un festival de jazz, c'est Oui. drôle. Puis je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec le jazz à Montréal après ce festival-là? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça existe? Oui. Donc, comme j'étais à l'Université de Montréal dans une chorale de jazz, et il y avait un groupe de gens qui voulaient aller voir des concerts, ben j'ai eu l'idée de faire une espèce de petit bulletin, une espèce de petite infolette très naïve, très spontanée, sans arrière-pensée. Mais avec les mois, ben je me suis dit, pourquoi pas partir un vrai site web qui présenterait, dans le fond, toute l'actualité jazz du Québec. Puis dis-moi, c'est quoi les places à Montréal pour aller voir le jazz, les meilleures places? Ce qui arrive avec le milieu du jazz et les lieux de jazz, il y a 2 clubs de jazz où c'est vraiment que du jazz. Le Upstairs et le Diazos. Mais il y a plein d'autres lieux qui présentent toutes sortes de musique et qui présentent également du jazz. Par exemple, des salles comme la salle Pauline-Julien à Sainte-Geneviève, le Théâtre Outremont, la salle Bourget du Musée des Beaux-Arts de Montréal, le Théâtre de la Ville à Longueuil. Donc, il y a quand même ces séries-là qui sont très intéressantes. Donc, ça, ce sont des lieux connus, mais il y a plein de petits endroits. Je suis quasiment obligé d'aller voir sur mon site web, dans mon calendrier, pour s'en rappeler, parce qu'il y en a beaucoup de petites places qui sont pas tellement connues, qui des fois présentent des choses super intéressantes. Quels sont, d'après toi, les événements marquants du jazz à Montréal depuis 20 ans? Là? Bien, depuis une vingtaine d'années, à part du Festival international de jazz de Montréal, il y a eu la création de l'Off Jazz. Et puis, donc, de ça est venu ce festival-là qui a amené vraiment autre chose. L'Off Jazz, le nom le dit. Donc, très orienté vers de la découverte, de la nouvelle musique. Donc, des choses que tu aurais peut-être pas entendues nécessairement au festival de jazz. Ben, tu le verrais à l'offre. Des choses plus éclatées. OK. Il y a eu la série aussi Jazz en rafale, présentée par Effendi, qui poursuit son chemin, puis qui a eu toute une série en web diffusion là, aussi récemment. Pour briser justement les moments de silence de la pandémie. Oui, c'est ça. Une autre série intéressante, c'est Les Bourdonnements jazz d'Yves Léveillé. Très intéressante série qui est produite avec le Théâtre Outremont. Un autre événement assez intéressant, un nouvel événement, c'est le festival du label Odd Sound, qui était présenté à la Salle Arossa ce printemps. Un jeune label qui, je pense, qui a beaucoup d'avenir. Donc, c'est un autre événement à surveiller. Plus récemment, ça, c'est un autre projet intéressant, c'est la Société jazz de Saint-Henri. La Société jazz de Saint-Henri, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2019. Et ça faisait longtemps qu'on observait les besoins dans la scène jazz à Montréal, puis qu'on avait l'intention de
transformer un peu l'environnement ou de contribuer à améliorer ce qui se passait sur la scène jazz à Montréal. On habite les deux à Saint-Henri, on tombe en amour avec le quartier, on se rend compte qu'il y a une histoire super importante du jazz dans le Sud-Ouest. Et donc, on décide de créer un organisme qui a pour mission de garder le jazz vivant dans Saint-Henri. Le concept de base, c'était d'inviter un artiste de New York à venir jouer avec un groupe montréalais pour renforcer les ponts entre ces deux scènes-là. Puis ça a vraiment marché. Ça a dépassé nos attentes. Tous les billets ont été vendus. On a vendu toute la merch. Le public était là. Puis c'était pas des gens qu'on connaissait. Là. C'était pas des gens qui faisaient déjà partie de notre communauté proche. C'est des gens vraiment qui étaient intéressés à venir vivre l'expérience jazz. Puis comme le but du festival, c'était de faire vibrer le quartier au maximum avec le jazz pendant 6 jours. On a bâti des événements pour aller chercher d'autres publics autour de la série de concerts. Oui, parce que ça se poursuit. Il y a des spectacles aussi durant la semaine. Je veux dire, présentement, c'est pas juste le temps du festival. Il y a une continuité. Oui, c'est ça. Ça fait partie de la mission, en fait, de l'organisme, de continuer à contribuer à construire l'identité du jazz et la mémoire du jazz qui est associée au Sud-Ouest et à Saint-Henri. Il y a une mémoire très, très riche. Oui. Et on a tendance à l'oublier des fois, mais je veux dire, le jazz est là. Les gens qui font du jazz sont là. Et donc, ça a été une belle chose pour nous, en fait, de pouvoir avoir un intérêt pour cette chose-là et de trouver une place à Saint-Henri où on pouvait continuer à faire ça. Donc, le projet le plus grand sur lequel on a travaillé jusqu'à maintenant, c'était la Semaine Jazz. C'était 26 événements sur 6 jours. 26 quand même. Ouais. Mais parallèlement à ça, on produit 2 séries de concerts hebdomadaires depuis mars. Et donc voilà, on trouve juste des moyens de pouvoir continuer à faire ça. Je souhaite longue vie à votre festival et à toutes vos activités. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de Jazz à vue. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter nos plateformes sociales.